bienvenue dans cette édition spéciale que nous vous proposons de vivre en direct de Djibouti, où une élection présidentielle aura lieu le 8 avril prochain. La campagne électorale prend fin, quant à elle, ce soir à minuit. Il nous reste donc quelques heures pour évoquer des thèmes qui tiennent à cœur à des milliers, voire des millions de Djiboutiens, bien qu'ils soient 900 000. Nous avons sur ce plateau des invités, des représentants de candidats qui vont évoquer un thème particulier, l'accès à l'eau et à l'énergie dans ce pays. Soyez les bienvenus sur ce plateau. On commence par vous, Fouad Souleymane, vous représentez le candidat Ismaïl Omar Guelleh. Bien entendu, bonsoir. Bienvenue à vous également, Mohamed Fouad, vous représentez également le candidat Ismaïl Omar Guelleh. Oui, tout à fait, merci. Bienvenue à vous, Ali Mohamed Arras, vous représentez le candidat Hassan Idriss Ahmed. Oui, bonsoir. Merci. Et vous serez donc le seul représentant de l'opposition, étant donné que notre invitation n'a pas été déclinée par certains candidats de l'opposition, en tout cas leurs représentants. C'est dommage, mais nous tenterons de pouvoir justement discuter de ces problèmes. Notamment, on va commencer avec l'eau. Alors, je me tourne vers vous, Madame Souleymane. Partant du constat que les ressources en eau sont limitées à Djibouti, comment l'État s'est-il organisé pour tenter de répondre aux attentes de la population? D'accord, donc merci beaucoup. Donc, partant du constat effectivement que la pluviométrie est rare à Djibouti, donc l'État djiboutien s'est organisé. Il s'est organisé effectivement par plusieurs moyens. De un, en mettant en place l'eau souterraine, les forages. De deux, en mettant en place aussi les eaux de surface. Voilà comment l'État s'organise. Maintenant, il y a aussi tout ce qui est comme on appelle l'eau qui vient vers l'Éthiopie, dont mon collègue parlera dans le détail. Mais je pense que nous avons à ce jour mis en place beaucoup de choses qui vont permettre à ce pays de sortir complètement de la soif. Qui vont permettre, donc on est encore dans la perspective. Monsieur Fouad, est-ce qu'on aurait pu répondre aux attentes de la population plus rapidement? Est-ce qu'on aurait pu mettre en place des mécanismes qui auraient permis aux Djiboutiens d'avoir cet accès à l'eau, notamment, plus facilement? Oui, bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un pays où la ressource en eau est très limitée. Et malgré cela, au jour d'aujourd'hui, la population djiboutienne, en tout cas pour tout ce qui est domestique et rural, nous n'avons pas de problème au niveau de l'eau, l'accès à l'eau. Il n'y a pas de maison qui vit sans eau, comme vous le savez, et l'eau est source de vie, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, aucun ménage djiboutien ne se plaint de problème d'eau en tant que tel. Maintenant, certains nouveaux habitations ou certains nouveaux quartiers demandent par exemple l'accès à l'eau et puis attendent pour l'avoir, mais il n'y a pas de problème d'eau. Tout le monde a accès à l'eau à Djibouti? Ah oui, quel que soit le moyen, soit robinet. L'accès à l'eau veut dire avoir de l'eau chez soi ou avoir de l'eau à proximité, comme le prévoient les règles internationales. Donc tout Djiboutien aujourd'hui a accès à l'eau. Donc aussi bien par robinet que par une bonne fontaine d'ailleurs, ou même pour la plupart de certains endroits gratuitement. Et donc en tout cas à mon niveau, et ça fait un moment que je suis dans le domaine de l'eau, je n'ai pas connaissance d'une pénurie en tant que telle au niveau de l'eau à Djibouti. Malgré les ressources limitées dans l'industrie. Monsieur Arras, êtes-vous en accord avec ce que Monsieur Fouad vient de dire, à savoir que l'ensemble des Djiboutiens ont accès à l'eau et que cette eau ne connaît pas de pénurie? Merci. Et tout d'abord, je voulais souligner d'abord, merci de m'inviter. Et le thème a changé au dernier peut-être, mais moi je crois que c'était sur la jeunesse. Et je m'étais préparé en ce sens. Mais ce n'est pas grave, parce que je fais partie d'un parti politique qui s'appelle l'ARD, et je suis représentant du candidat. Notre parti soutient la candidature de Hassan Idriss. Et du fait qu'on ne trouve pas ici le responsable des autres partis d'opposition, ou bien les représentants, ce n'est pas anodin, parce qu'à Djibouti, nous avons peur. Je vais devoir vous interrompre parce que... Excusez-moi. Non, je vous en prie. C'est juste qu'il y a un petit réglage à faire au niveau de votre micro. Il semblerait qu'on ne vous entende pas bien. Donc les techniciens, n'y touchez pas, vont venir s'en occuper. Mais je vais me tourner vers Madame Souleymane avant de vous redonner la parole, le temps qu'on fasse les réglages. Alors Madame Souleymane, on parle d'accès à l'eau de la population.
donc une partie, voire l'ensemble de la population aurait accès à l'eau à Djibouti. Cette eau est-elle également de qualité? Voilà, donc maintenant je vais parler de l'hydraulique rurale principalement, parce que moi je m'occupe principalement de l'hydraulique rurale d'abord. Donc, dans l'hydraulique rurale, aujourd'hui, nous disposons en milieu rural de plus de 100 stations de pompage. Qui dit eau souterraine, d'une manière générale, dit eau de qualité. Vous voyez, donc majoritairement. Il y a également effectivement les eaux de surface que nous intervenons, c'est-à-dire nous mettons en place des citernes enterrées pour arrêter la pluie, des retenues pour tout ce qui est cheptel et agriculture. Cela n'empêche pas les populations d'utiliser, mais il y a des mesures d'accompagnement qui potabilisent cette eau par des tablettes de purification, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, je confirme la thèse que je pense qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau à Djibouti est extrême, c'est-à-dire en milieu rural, nous sommes à un taux de près de 65% aujourd'hui en termes de milieu rural. Donc d'accès à l'eau. D'accès à l'eau. Et je confirme que cette eau est une eau de qualité. Une eau de qualité. Voilà. Quand vous dites qu'il y a 35% de personnes en zone rurale qui ont accès à l'eau, ça vient un peu en contradiction avec ce que vous disiez, Monsieur Fouad, puisque qui dit 65% de personnes qui ont accès à l'eau, dit 35% qui n'a pas accès à l'eau. Donc cet accès à l'eau n'est pas universel à Djibouti. Non, madame, ce n'est pas une contradiction. Si vous avez entendu ma collègue, elle parlait de l'hydraulique rurale. Oui, mais même en zone rurale, oui. Oui, mais quand on parle d'accès à l'eau, madame, donc on ne connaît personne qui est mort de soif à Djibouti. Maintenant, l'accès à l'eau, tout le monde a besoin d'avoir l'eau au robinet. Tout le monde a besoin d'avoir l'eau à proximité chez soi. Maintenant, effectivement, il y a quelques endroits dans le pays où les forages ne se trouvent pas tout à fait à proximité. Mais ce n'est pas faute de ne pas vouloir faire un forage. C'est que le pays, c'est un petit pays, Djibouti, tout le monde le sait, il pleut très rarement. Et c'est là où on fore, on ne trouve pas forcément de l'eau. Donc pour certains villages, il est normal que l'eau soit à une distance et qu'ils auraient préféré avoir cette eau à proximité. C'est en ce sens que l'accès, on considère simplement qu'ils n'ont pas un accès facile à cette eau-là. On rajoute donc le facile. Mais personne, aucun village à Djibouti ne souffre de pénurie ou de soif à en mourir. Non, non, ça, c'est pas... Monsieur Arras, vous étiez en train de vous exprimer jusqu'avant qu'on vous interrompe. Le micro maintenant, ça va. Il me semble. Je pense qu'on nous signalera dans l'oreillette s'il y a un autre... Merci de m'inviter ici sur le plateau d'Afrique 24. Oui, j'étais en train de souligner un petit point. C'est l'absence de vos collègues d'opposition ici, sur ce plateau, face à la télévision. Parce que, comme on le sait tous, dans notre petit pays, et militer dans une opposition, et c'est militer contre l'État, c'est quelque chose. Nous connaissons les conséquences qui en sortent, et nous le subissons tous les jours, et les gens en perdent. Mais en tout cas, je félicite. Chaque jour, sur ce plateau, on a reçu des représentants de l'opposition. Oui, mais quand même, nous avons 2 représentants de l'UEP et un représentant du parti politique d'opposition. Je parle de ce que je vois pour l'instant, justement, ici. L'opposition se dit courageuse, donc elle aurait dû envoyer ses représentants sur ce plateau pour débattre. Je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, mais vous nous dites qu'ils ont peur, alors qu'en début de semaine, ils n'avaient pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, ils n'avaient pas peur, mais vous savez, peut-être qu'ils n'avaient pas peur. Et maintenant, peut-être qu'ils ont peur, le temps avance. À Djibouti, on se parle, on convainc ou bien on fait peur aussi. Donc, ce n'est pas un problème parce que nous sommes en train de lutter contre ça. Donc, rien ne nous découragera. Et ces discussions avec mes collègues, j'aurais pu les avoir depuis longtemps. Mais c'est hélas impossible à Djibouti. Et quand ils viennent à 2, je suis étonné d'abord parce que c'est un représentant qui devait venir. Mais en tout cas, bon, ils n'ont rien à craindre. Peut-être qu'ils espèrent même la promotion. En ce sens, il faut défendre l'indéfendable. Un autre représentant du candidat Idriss Ahmed était sur ce plateau. Il aurait pu venir aussi. Il a choisi de ne pas participer à ce débat. Mon collègue est en train de défendre l'indéfendable. Il me dit qu'à Djibouti, chaque Djiboutien a accès à l'eau. Mais je ne sais pas s'il le fait exprès. Je ne sais pas s'il ne sait pas la réalité vraiment sociale et la réalité des Djiboutiens. Même moi qui parle, je n'ai pas accès à l'eau. Vous vivez à Djibouti, à Balbala, et je n'ai pas encore d'eau.
je suis en train, parce qu'il y a quelque part ceux qui ont l'eau, c'est comme ça la vie à Balbala Djibouti. Il y a des tuyaux qui se font et on est en train d'attendre 2 jours et nos familles ou nos enfants, nos femmes sont en train de travailler le soir à 2 heures du soir pour essayer de trouver l'eau. Et le matin, l'eau ne marche pas. Ceux qui ont des robinets à Djibouti, à Balbala, ils ne trouvent pas l'eau tous les jours. Ils trouvent quelques-uns qui ont, à 2 heures du soir. C'est la réalité, moi je ne vais pas mentir. Et à 2 heures du soir, les familles qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas installé les robinets, qui n'ont pas la canalisation, essayent de trouver. Ils rallongent avec les tuyaux et ça reste jusqu'à 4 heures du soir. C'est une réalité que chaque Djiboutien vous le confirmera, mais mon collègue ne le confirme pas. Je ne sais pas, ce n'est pas comme ça qu'on va trouver une solution, en essayant de cacher la réalité. Donc, ce problème, les Djiboutiens le connaissent. Un. Secondement, il y a dans les villages des villages où il n'y a pas, comme il le dit, de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? L'eau, il faut qu'elle soit à la proximité de la population. Si on construit des forages à quelques kilomètres d'un village, et ces gens-là, ils n'ont pas de canalisation, ils marchent et ils transportent l'eau au dos. Ça, ce sont nos femmes qui font. Ce sont des gens qui vivent dans la brousse. Ce sont le nôtre. Ils vivent dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Même leurs chèvres ou bien leurs troupeaux ne trouvent pas de l'eau. Il faut les amener plus loin. C'est une réalité que nous vivons. Il n'y a pas à honte de le dire, mais à les cacher, ça, c'est une honte. Madame Souleymane, alors, vous qui évoquez les zones rurales, est-ce que chaque village, par exemple djiboutien, peut avoir accès à l'eau à proximité au vu des conditions climatiques aussi de Djibouti? Oui, en fait, voilà, il faut distinguer en milieu rural les gros villages des campements. Vous savez, on est dans un pays où nous avons longtemps été nomades. Et les gros villages se sont créés au fur et à mesure. Maintenant, aujourd'hui, on peut confirmer que les gros villages, au-delà des 3000 habitants, ont de l'eau par borne-fontaine. Maintenant, il y a encore les campements. Vous savez, la géologie à Djibouti est très complexe. Il se peut qu'on trouve le forage un peu loin. On essaye par tous les moyens d'alimenter les gens, que ce soit par canalisation, quand c'est pas loin. Effectivement, je confirme, il y a des gens qui... Mais quand c'est très loin, il y a des canalisations qui sont posées. Rien que maintenant, il y a pratiquement 3 mois, on a commencé des canalisations pour le village d'ACLA qui existait, qui était complètement détruit. On vient de le répondre. C'est des exemples concrets que je donne. Vous comprenez? C'est 15 km. Je reconnais que les gens ne peuvent pas transporter de l'eau depuis 15 km. Donc, quand c'est... Je suis désolée, il n'y a pas de gros villages. Est-ce que vous avez été dans un village? J'ai été partout dans ce pays. Je suis désolée, monsieur. Donnez-nous des exemples concrets et je vous donnerai. Nous confirmons qu'il y a des lieux où il n'y a pas d'eau. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a le village de Karta, par exemple. C'est un village où nous avons tenté 4 fois, 5 fois, même jusqu'à 7 fois d'avoir de l'eau. Aujourd'hui encore, vous pouvez aller passer, il y a un forage avec les dernières études géophysiques qui est en cours. Et oui, le forage est en cours. Mais vous savez, nous ne sommes pas dans la terre. On peut faire des études, on fait le forage. Mais après, aucune étude géophysique ne peut nous dire, voilà, vous êtes 100% sûr que vous allez avoir de l'eau ici. Vous comprenez? Donc quand on fait le forage, si on a de l'eau, nous poserons la canette. Si on n'a pas de l'eau, on va trouver. Nous avons fait un forage de remplacement. Il est très loin. Il est à 17 km. 40 ans nous après. allons... Mais 40 ans après, demandez-moi qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans après. Moi, je peux vous dire, le jour où j'ai commencé à travailler, vous savez combien de stations de pompage il existait? Il existait 40. Aujourd'hui, nous sommes à 110. Nous sommes à 110. Les 110 stations de pompage marchent. Ça, je peux vous assurer. Et je vais vous dire combien qui ne marchent pas. Combien qui ne marchent pas? Il y a des ans, d'abord, regardez, parlons de la réalité qui existe. Moi, je viens Donnez-moi un site qui ne marche pas, monsieur. Je viens d'un petit village. Oui. D'un petit village qui s'appelle Sagalou. Aux alentours de Sagalou, il y a 6 villages. Ils ont tous des écoles. Ce sont des enfants comme des enfants de Djibouti. Ils viennent à l'école les matins. Le village de Sagalou, je le connais très bien, monsieur. Laissez-moi vous exprimer. Oui. Il y a un forage qui est installé, c'est vrai. Mais la canalisation est inexistante et inopérationnelle. Exactement. Attends. Donc, les gens n'ont pas d'eau. Et il y a un autre village tout près, Béa. Il n'y a pas d'eau et les gens font... Il y a l'éolienne mais qui ne marche pas. Les gens font presque plus de 10 km à pied. Je vais vous donner le cas Attendez, de... il y a Gareli. C'est un petit village.
c'est un petit village où il y a une école. Et les gens, le forage est installé tout près d'eux. Et il n'y a pas de canalisation parce que c'est un forage, plusieurs forages existent, qui a été fait pour Daï, un peu plus loin. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des installations, il y a des installations, qui ne fonctionnent pas. Ça, justement, Madame Suleiman semblait dire qu'elle connaissait exactement. Je connais le cas pratique du village Tessagalou. Oui. Le village Tessagalou, c'est un tout petit village. Et effectivement, il y a un forage. Il y a un forage. Les canalisations sont vétustes, nous le reconnaissons. Écoutez, les choses sont vétustes. Notre pays, nous sommes en train de chercher à réunir les gens, à s'organiser, les comités de gestion. Aujourd'hui, le monde rural, ils ne sont pas assez organisés. Nous sommes en train de les organiser. Alors maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est en cours. De toutes les façons, elle sera remise en état, tout comme celle de Dora qui est en cours dans le projet PAEPA. Le financement est acquis. On va donner la... Terminer votre phrase. Et puis on va donner la parole à M. Fouad aussi. Madame, le village de Garalé, je le connais très bien. En 2001, quand j'ai démarré, c'est le village qui a permis effectivement non seulement d'alimenter au Daï, mais au jour où je vous parle, non seulement ils ont de l'eau les gens, mais ils ont des jardins. Et c'est le gouvernement qui paye le carburant. Le gouvernement paye même le personnel là-bas. Et ça fait toute une activité économique au niveau de Garalé. Depuis Garalé, d'ailleurs, jusqu'au Daï, tous les villages sont alimentés. Et au niveau économique, ce projet ne rapporte rien par contre. Et il est subventionné et soutenu depuis 10 ans maintenant par le gouvernement. Donc dire qu'il n'y a pas d'eau à Garalé, c'est non seulement il y a de l'eau, mais il y a même des jardins. Quant à Balbala, donc je ne sais pas, il y a une petite contradiction, ce que monsieur dit. À Balbala, tout le monde sait, il y a des quartiers bien urbanisés, et puis il y a des quartiers un peu qui s'installent. Vous savez, les gens s'installent un peu partout. De manière anarchique. Oui. La première chose que les gens demandent, c'est l'eau. C'est normal. Mais vous savez, vous ne pouvez pas tirer n'importe où des canalisations. Maintenant, il y a une contradiction entre dire il y a des tuyaux, et le soir, on a de l'eau, le matin, le soir, et dire que les gens n'ont pas accès à l'eau. Dire qu'on n'a pas accès à l'eau, ça veut dire qu'on ne voit pas l'eau. Mais dire qu'on l'a le soir ou on l'a le matin, ça c'est une autre chose. Mais ça vient facilement de l'urbanisation un peu anarchique qui a été faite à Balbala. Mais ce n'est pas une urbanisation qui a été souhaitée de cette manière-là. Maintenant, les gens viennent, s'installent au fur et à mesure. Puis l'eau suit, puis les routes suivent, puis l'électricité. C'est la vie normale de tous les pays du monde. Mais on ne peut pas me dire au jour d'aujourd'hui que n'importe quel endroit de Balbala n'a pas d'eau. Ça, c'est pas vrai. Donc, c'est un problème de distribution, selon vous. Madame, c'est normal. C'est des quartiers qui viennent les uns après les autres. Donc, effectivement, vous savez, les gens veulent voir d'abord en premier. Une fois que c'est rempli, il faut passer au deuxième. Et tous les soirs, que Dieu fait, il y a des équipes qui passent leur temps à manœuvrer des vannes, à surveiller à ce que des quartiers... Parce que c'est toujours une histoire d'organisation des quartiers. Mais l'eau est là. Et croyez-moi, s'il n'y avait pas d'eau, ça fait longtemps que les gens seraient dans la rue. Il a soulevé, en tout cas, j'ai parlé de Garalé, c'est un exemple. Je parle d'Adalou. Moi je visite. Je suis un enfant de la brousse. J'ai de la famille là-bas. Attendez, je connais tous les villages. À Adalou, j'étais. L'eau, il n'y avait pas. Et les gens, vous savez ce qu'ils faisaient? C'était pendant les vacances récentes. Bon, il y a un forage. Moi, je ne contrôlais pas qu'il y a beaucoup de forages. Il y avait un forage et l'eau ne marche pas. Les gens partaient directement, chercher de l'eau au forage. Parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de canalisation qui ne marche. Donc, c'était à tour de rôle, hein, avec Manatou de grosses revenus. Moi, j'étais aussi à Aliadé, c'est un village, mais il y a les forages. Mais l'eau ne marche pas tous les jours. Les enseignants là-bas, ils payent les gens. Il y a quelqu'un qui fait le commerce à Dodane, c'est-à-dire qu'il transportait de l'eau pour 20 francs un baril. Mais il n'y a pas d'eau. Il y a les forages et il n'y a pas d'eau. Il y a le forage et à Aliadé, il y a la canalisation. Attendez-moi, j'ai noté l'exemple. Et à Balbala, si vous partez vous-même demain, les problèmes, moi, vous savez, il peut ne pas avoir d'eau. Le problème n'est pas là, c'est vrai. L'État travaille, il y a des efforts à fournir. Mais il faut reconnaître les réalités existantes. Comment on peut trouver, Manatou, une solution si on ignore vraiment les problèmes, la réalité? Et mon collègue vient de me donner un exemple. Il me dit, il y a longtemps que les Djiboutiens seraient descendus dans la rue s'il n'y avait pas de l'eau. Vraiment, je vais essayer de discuter un peu de ça, mon camarade. Les Djiboutiens aujourd'hui ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas dire quelque chose. Ils ne peuvent pas s'opposer
Ils n'ont pas le droit à la liberté. Ils n'ont pas le droit à l'opposition. Ils n'ont pas le droit d'être... Attendez, ils n'ont pas... Attendez, c'est la première fois que moi je suis autant... Monsieur Arras, vous avez l'occasion justement de vous exprimer. Je m'exprime de sur dire, ça. de dire, vous avez l'occasion vous est donnée de vous exprimer, notamment sur les problèmes que rencontrent les Djiboutiens. Aujourd'hui. Quand on prenait l'exemple de Balbala, Monsieur Fouad a soulevé un point en particulier, c'est les constructions anarchiques. Il faut que l'État doit répondre. Ça, je refuse. Vous ça, refusez. je refuse. Pourquoi Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation qui est respecté à Balbala? Ça, en tout cas, c'est un problème étatique. Oui. Si les problèmes, exemple, il y a un problème d'urbanisation, qui est responsable? Ce n'est pas les pauvres populations. Ce sont les services qui sont concernés. Secondo, il faut payer une somme de 50 000 francs pour avoir l'eau à Balbala. Ça aussi, s'il me contredit, je ne sais pas. Mais il y a des familles qui ne peuvent pas payer 50 000 francs. Si demain, aujourd'hui... S'ils ne peuvent pas, on paye 25, ça je connais. Regardez, 25, en tout cas, ils ne sont pas au courant de cette somme. Personne ne... Mais il faut payer une somme de 50 000 francs, d'abord. En tout cas, c'est une problématique existante. Quand tu demandes à quelqu'un de payer des canalisations de 50 000 francs, il y a le chômeur qui ne peut pas payer. Même aujourd'hui... Pour les chômeurs, non. C'est pas un problème. Maintenant, vous parlez de l'argent. Non, laissez-moi terminer sur ça. Laissez-moi... Les problèmes d'accès à l'eau, c'est quoi? Les problèmes d'accès à l'eau, c'est quoi? C'est ce que moi, je ne comprends pas, mon cher collègue. Les problèmes d'accès, c'est quoi? Ton voisin, il a d'eau, et toi, tu n'as pas d'eau. Donc, il y a de l'eau, finalement, dans ce quartier. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de l'eau, Balbala. Il y a de l'eau, mais les problèmes d'accès, si la personne ne peut pas payer une somme de 50 000 francs pour avoir l'eau, mais est-ce qu'il a l'accès à l'eau? Oui. On paye par chance, on peut même décaler avec le truc. Mais 50 000 francs, c'est un tarif social qui est adopté. Oui. Vous savez, pour faire un branchement d'eau, il y a des matériels qui rentrent dans le truc. Il faut bien que la personne se branche, se connecte, s'abonne. Maintenant, si elle ne peut pas payer 50 000, on fait des facilités de paiement, c'est pas un problème. Comment vous le faites? Moi, on ne met pas au courant de ça. Tous les jours que Dieu fait, on passe des publicités et tout le monde le sait. Rien qu'à voir le... Vous m'avez parlé d'une somme de 25 000 francs. C'est vrai ça? 3 000 branchements chaque année à Balbala. Vous m'avez parlé d'une somme de 25 000 francs, c'est vrai? Oui, 25 000 francs, la personne paye. On veut que les gens s'abonnent. En échéance ou bien? Écoutez, mais dites la réalité qui existe. Je suis du Luxembourg, comme je connais le terrain. Quand on veut avoir de l'eau, dans n'importe quel pays du monde, vous payez les pièces, ces pièces-là sont fabriquées. Ça arrive. Le vrai tarif, le vrai coût, c'est 100 000, 200 000. Le gouvernement a décidé maintenant, depuis quelques années, de mettre un tarif social qui est à 50 000, quelle que soit la distance à laquelle vous êtes. Vous pouvez être à 300 mètres, à 200 mètres, à 100 mètres. Et les gens qui ne peuvent pas payer, il y a des branchements qu'on appelle, qui sont réalisés dans le cadre d'associations ou dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous la DDS. Ça on n'a jamais la DDS, ou même de financement. Nous-mêmes, dans le cadre du projet qui était fait financé par le Banque arabe, on a réalisé 8 000 nouveaux branchements sans que les gens ne payent pas cette en tout cas, donc, les Balbaléens les pour lutter contre tout ce qui est coût, parce que les gens les plus pauvres, effectivement, si on ne fait pas ça, les gens les plus pauvres payent le plus cher parce qu'ils s'alimenteront par ces terrains. Il y a des privés qui, eux, ne facturent pas l'eau à un tarif comme nous. On va s'arrêter sur ce point-là et on va regarder tout de suite un reportage de Mokhtar Bari sur l'accès à l'eau et à l'électricité à Djibouti. On revient sur ce plateau juste après pour débattre. L'eau et l'électricité sont au cœur des préoccupations des Djiboutiens. Avec une production de 100 MW, Djibouti, la capitale à elle seule, consomme 95% de l'électricité produite par la Djiboutienne de l'électricité. Aussi, avec une croissance démographique de 2%, la demande dépasse l'offre. Et pour pallier ces déficits, le pays a opté pour l'interconnexion avec des pays voisins comme l'Éthiopie. Nous avons deux gros projets actuellement qui sont l'un déjà bien démarré, qui doit finir dans un an et 2 mois. C'est l'interconnexion avec notre voisin, pays voisin et frère, l'Éthiopie. Ce projet a une particularité, c'est que non seulement il va résoudre le problème de l'eau de Djibouti-Ville, mais aussi des 3 grandes villes du sud, qui sont donc Addis Abeba, Dikil et Artaouia, le district d'Artaouia. Avec une population d'environ 900 000 habitants, toute l'eau consommable à Djibouti est importée. En 2015, et selon les chiffres de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, ce sont quelques 2000 foyers qui disposeraient de cette ressource à un tarif social. Mohamed Moussa Tourtour, candidat à l'élection présidentielle, propose des unités de traitement de l'eau des mers. En ce qui concerne l'eau, j'arrêterai le projet que M. Ismaël Abraga a initié, qui est de faire venir de l'eau de l'Éthiopie. Nous allons faire des usines de dessalement d'eau et nous allons également exploiter au maximum les
potentialités hydrogéologiques de notre pays. En ce qui concerne l'électricité, dès mon élection, j'ai diminué de moitié les factures d'électricité des couches populaires de la ville de Djibouti. Depuis 2014, les autorités djiboutiennes, dans l'optique de diversifier les sources de production de l'électricité, prospectent la géothermie. En effet, le pays dispose d'un potentiel géothermique estimé à plus de 1000 MW. Quant aux besoins en eau actuels, ils sont estimés à environ 51 millions de mètres cubes par an. Et pour une meilleure gestion des ressources en eau, le pays dispose d'une stratégie de protection des différentes nappes phréatiques. Souleymane, juste avant ce reportage, M. Arras évoquait une forme de désinformation de la population djiboutienne qui ne saurait pas, à l'heure actuelle, ce à quoi elle a droit, par exemple en matière d'aide pour avoir accès à l'eau. Est-ce que c'est aussi un phénomène que vous avez constaté? Est-ce que... Non, pas du tout. Donc, pour l'hydraulique rurale, la population, nous sommes constamment avec eux. Nous assurons les dépannages, nous assurons la mobilisation sociale. À titre, en fait, d'exemple, M. Arras avait pris le village d'Adeilou. Le village d'Adeilou, je le connais très bien. C'est un village, c'est un gros village. C'est un village qui a 2 puits, dont un puits très ancien qui est solarisé. Il y a effectivement 2 forages qui ne sont pas très loin, mais qui n'ont pas beaucoup d'eau. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer une adduction depuis le village d'Adouela. Et la population est au courant. La deuxième chose, c'est que pendant l'été, je ne sais pas si M. Arras est au courant, nous subventionnons comment on appelle, par carburant, nous subventionnons du carburant, l'État donne du carburant aux préfectures, aux sous-préfectures pour essayer d'assurer au maximum l'accès à l'eau. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que M. Arras a dit effectivement qu'il ne faut pas se cacher la réalité pour pouvoir résoudre les problèmes. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais voilà ce que moi je lui propose. Qu'il reconnaisse que l'État djiboutien aujourd'hui a fait d'énormes efforts en matière d'accès à l'eau. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Il nous reste du travail. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais reconnaissez qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, nous avons fait des progrès, mais je dirais, très satisfaisants. Il a reconnu qu'il y avait des forages, notamment... Il ne s'agit pas des forages. Non, excusez-moi, ce n'est pas seulement des forages. Quand on fait un forage, on fait l'adduction. Quand on constate que l'adduction est vétuste, on fait par tous les moyens, on essaie de réhabiliter. Quand on a des... Par exemple, vous connaissez le cas du village de Balhou? Vous connaissez le cas? C'est un endroit enclavé. Il y a un forage de 300 mètres et l'eau est à plus de 70 degrés, n'est-ce pas? Pourtant, nous assurons la maintenance. Nos populations rurales actuellement ne peuvent pas prendre en charge cette maintenance. Et c'est l'État qui fait tout. Quand je dis bien tout. Et quelles solutions sont proposées à la population, aux populations rurales, par exemple, qui se retrouvent face parfois à du matériel vétuste et voilà ce que nous proposons. Voilà. Maintenant, depuis je dirais, un peu moins d'une dizaine d'années, nous avons commencé la mobilisation sociale. Nous avons commencé à organiser les gens par comité de gestion. Autour de chaque point d'eau, on essaye d'actualiser, de les former. Mais parallèlement, l'État, la maintenance, c'est l'État qui prend en charge pour le moment. Quand les équipements sont vétustes, quand une pompe immergée est grillée, quand il y a des problèmes de dépannage, c'est l'État qui dépanne. D'accord. Voilà, et sur ce point aussi, merci. En tout cas, les forages sont faits. Je connais, bon, je ne vais pas démentir cette réalité, même s'il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'eau. Elle connaît, même le village d'Itki n'a pas de forage. Vous connaissez le village d'Itki? Est-ce qu'il y a un forage? Non, pas pour l'instant. Il y a un forage. Il y a un forage qui n'est pas loin. Il y a un forage. Il y a beaucoup de villages peut-être, mais les forages ont été faits. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? Il faut essayer de travailler ces forages, de les garder et d'assurer aussi les canalisations. Et les canalisations tombent. Ce sont des forages anciens, des faillites. Mais il faut les traiter. C'est ce qui est fait, M. Arras. Attendez, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Si aujourd'hui, regardez, s'il vous plaît, mais on parle, mais si notre pays exporte de l'eau à l'Éthiopie, c'est qui veut dire qu'il y a un problème de l'eau. Pourquoi vous cachez? Attendez, moi je connais le problème. À Balbala, aujourd'hui, à Balbala, exporte de l'eau à l'Éthiopie. Excusez-moi, importe. Oui. Mais regardez, à Balbala, l'eau ne marche jamais le matin et ni l'après-midi. Elle ne marche que le soir. Attendez, si ce n'est pas vrai, les Djiboutiens vous prendront à témoin. Parce que vous êtes devant la télé. Attendez, ils écoutent et regardent la télé. Il n'y a pas d'accès à l'eau à Balbala chaque matin. Il n'y a pas chaque matin, ni après-midi, le soir, à 2 h du soir. Donc, tout le balai est monté à 2 h. Attendez. En tout cas, c'est votre parole.
qui sera confirmé ou infirmé par les populations. Secondo, moi j'ai dit c'est que secondo, à Balbala, il y a des maisons qui ont même les titres financiers. Les titres financiers, je connais les titres financiers qui ne sont pas des maisons A et qui n'ont pas d'eau. Il y en a beaucoup que je connais. Et troisièmement, il faut payer une somme de 50 000 francs. C'est l'information que les populations ont pour avoir accès à l'eau. Ceux qui ont cet accès, d'abord, ils n'ont pas toujours d'eau, tous les matins et tout l'après-midi, c'est en quelque temps. Et ceux qui n'ont pas l'argent n'ont pas accès à l'eau. Ça, je le confirme et je le redis. Et encore une dernière chose que je vais dire. Mais regardez, dans le pays, il y avait la gratuité de l'eau dans notre culture. Il y a des populations qui sont installées partout où ils sont installés, il y a de l'eau. Il y avait de l'eau. Les gens ne s'installent pas comme ça dans le village. Moi, je connais beaucoup de villages dans les brousses qui sont installés, mais il y avait de l'eau aux alentours. Il y avait une petite source. Une petite source. Très bien. Je vais vous dire une petite chose qu'une femme m'a dit un jour. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je termine. Je vais vous dire une chose qu'une femme m'a dit un jour. Vous savez, c'était en brousse. On avait toujours de l'eau. On n'était pas nombreux, mais on avait toujours de l'eau. Même si on allait plus loin pour chercher de l'eau, on savait qu'on allait trouver de l'eau parce qu'il y avait une petite source. Maintenant, il n'y a plus de source, il y a des forages. Et ces forages-là, parce qu'il manque le diesel, ne marchent pas un jour. Parce que les canalisations sont défaillistes, ils ne marchent pas. Et les femmes se déplacent jusqu'au forage. Et vous savez, ils ne trouvent pas de l'eau. Ils m'ont dit, nous sommes assez nombreux, mais on ne trouve pas de l'eau aujourd'hui, même s'il y a les forages, parce que les diesel n'y a pas. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. D'abord, quand vous dites qu'il n'y a plus de sources, ce n'est pas vrai. Nous avons aujourd'hui au nombre de 57 sources aménagées en milieu rural. Quand je dis aménagées, c'est-à-dire qu'elles ont été aménagées, elles marchent gratuitement. Quand vous dites qu'il y a les forages, il faut les maintenir, il faut ça. Donnez-moi un forage en panne aujourd'hui au milieu rural. Donnez-moi un forage en panne aujourd'hui. Je sais, en tout cas, je viens de Sagalou, je vous le confirme. Le forage de Sagalou n'est pas... Non, il faut se dire la vérité. Il n'a même pas de gardien. Vous savez ça que la population... Non, écoutez, ne sautez pas sur le gardiennage, non. Il ne faut pas passer... On a parlé de forage en panne. Il n'y a pas un forage en panne aujourd'hui au milieu rural. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, qu'il ne fonctionne pas. Le forage marche. Fonctionne-t-il ou ne fonctionne-t-il pas? Le forage fonctionne à l'heure jour d'aujourd'hui. Vous pouvez aller demain. Il n'y a pas un forage au milieu rural. Et je pèse des mémos qui... Ne dites pas... Attendez, nous avons plus de 110 stations de pompage. Vous savez combien sont thermiques? Écoutez-moi, 35 sont... Écoutez-moi, monsieur. Non. Pourquoi il n'y avait pas écoutez-moi, monsieur Arras. Dans les vacances au Daï? Ça, vous ne connaissez pas aussi? Écoutez-moi. Au Daï, il y avait un problème de l'eau. Non, il ne faut pas sauter comme ça pour oui, mais dites-moi. On va poursuivre ce débat juste après, mais là, nous devons marquer une courte pause, malheureusement. Et chers téléspectateurs, on se retrouve juste après pour poursuivre ce débat fort intéressant. À tout de suite.